Bonjour, mon nom est Martin Drapeau et je suis professeur à l'Université McGill. Je suis très heureux de voir autant de personnes inscrites à ce colloque. Je crois qu'on est maintenant à plus de 500 inscriptions et je suis convaincu que ce sera une conférence absolument fascinante, même si la planification, je dois le dire, a été tout un défi. Notre idée était de réunir des gens brillants, nos conférenciers et puis vous-même, les participants, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse parler. On a l'impression, et peut-être que certains d'entre vous seront d'accord avec ça, que notre société, et puis peut-être même surtout nos universités, sont rendues plutôt polarisées. D'une part, il y a une énorme poussée, des pressions énormes pour les initiatives EDI, donc équité, diversité, inclusion, qui, du moins je l'espère, vise à rendre notre société meilleure pour tout le monde, mais dans certains cas, certains ont fait valoir aussi que ces initiatives ont également mené à de la censure, au gaspillage d'argent, au gaspillage de fonds publics et, ironiquement, un sentiment d'exclusion chez certaines personnes ou chez certains groupes de personnes. Donc, et à l'autre extrémité de ce qu'on pourrait appeler peut-être un continuum, j'imagine, il y a ceux qui croient que la liberté universitaire est importante, ce qui est absolument vrai, puisque les universités devraient être axées sur la curiosité, la découverte. Certains disent qu'elles devraient être axées sur la vérité, mais dans un cas comme dans l'autre, je pense que nous pouvons tous convenir que les universités devraient être un endroit pour discuter, un endroit pour dialoguer et même débattre d'idées, de toutes les idées, même les plus absurdes. Maintenant, je dois dire que je suis pas moi-même un expert sur ces sujets. Je me suis intéressé à ces questions quand j'ai commencé à vraiment porter attention à ce qui se passait dans mon département, dans ma faculté, dans mon université. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Il y avait des personnes, des gens qui semblaient avoir des idées fermes, des idées très arrêtées sur la liberté universitaire, et d'autres qui avaient des idées très arrêtées sur l'EDI. Et il semblait alors y avoir une plus grande radicalisation chez certaines personnes, alors que pour d'autres qui peut-être étaient plus modérés dans leurs opinions, c'était rendu difficile de s'exprimer. J'ai commencé cette brève présentation en disant que l'organisation du colloque a été un défi, puis c'est vrai. J'ai contacté plusieurs personnes, peut-être en particulier des représentants d'EDI, d'initiatives EDI, la plupart ont dit non, ce qui est franchement dommage. D'autres personnes que j'ai contactées avaient tout simplement peur de parler. Alors, elles ont dit non aussi. Et puis, il y a eu d'autres qui ont dit oui au début, mais qui ont été contactées par des collègues qui leur ont dit qu'elles devraient plutôt se retirer de la conférence, de ne pas participer. Et malheureusement, c'est ce qu'elles ont fait. Et puis, bien sûr, j'ai reçu des courriels, des emails critiques, simplement pour avoir organisé cette conférence. Donc, tout ceci m'amène à conclure que cette conférence elle est vraiment nécessaire parce que c'est important de faire preuve de curiosité face au monde, c'est important de faire preuve de curiosité face au point de vue des autres, c'est important de réfléchir, c'est important de parler, de dialoguer, puis de peaufiner notre pensée par le dialogue et même par le débat quand c'est nécessaire. Donc, c'est précisément ce que ce colloque vise. C'est aussi une occasion, j'espère, pour nous de servir de modèle. On m'a souvent rapporté, puis je l'ai vu en classe aussi, dans mes propres cours, des étudiants qui osent plus parler. Je voulais donc qu'on soit des modèles aujourd'hui, qu'on puisse montrer que c'est possible de se parler, que c'est possible d'être en désaccord sans démoniser l'autre personne, que c'est possible aussi, même très sain, de se questionner, de questionner l'autre et de débattre. J'ai souvent l'impression que l'art de la réflexion, parce que c'est vraiment un art, la réflexion critique, et puis l'art du débat, parce que ça aussi c'est un art, ça s'est perdu à tout le moins dans certaines universités. Comme vous le savez, dès cette fin d'après-midi et puis demain toute la journée, nous aurons des présentations, mais aussi des tables rondes. On a fait un effort considérable pour choisir des participants qui ont des points de vue différents et qui vont discuter entre eux de façon à la fois critique et intelligente. Parfois, ça peut peut-être ressembler à des débats, c'est parfait parce qu'une université, ça sert aussi à ça. Je me permets donc de vous présenter notre premier conférencier, le professeur Yves Gingras, qui est professeur titulaire au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal et qui est aussi directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies. Il a fait partie de la commission
dont tout le monde a entendu parler ici au Québec, qui a examiné l'état de la liberté universitaire dans les universités québécoises. Et ce sont précisément les résultats de cette enquête qui ont mené au projet de loi 32 que plusieurs connaissent bien dans le milieu universitaire, à tout le moins le milieu universitaire québécois, et qui vise à protéger et faire la promotion de la liberté universitaire. Alors, voilà, sans plus tarder, je cède la parole au professeur Gingras, que je remercie très chaleureusement de passer ce moment avec nous. Donc, dans le cas spécifique du Québec, tout a explosé, si on peut dire, en octobre 2020. C'est parti d'un article d'Isabelle Haché dans la presse qui rappelait que l'étudiant a toujours raison, et c'est le fameux scandale autour de la chargée de cours Verouchka Lieutenant Duval qui a été attaquée par des étudiants, et l'Université d'Ottawa, dans sa grande lâcheté, a immédiatement mis de côté sa chargée de cours sans faire enquête, ce qui a véritablement donné lieu à un scandale. Et donc, un grand nombre d'articles ont commencé à apparaître dans les journaux. Par exemple, Pierre Trudel, qui est juriste à l'Université de Montréal, a fait paraître La police des mots à l'université. Chantal Pouliot, qui est ma collègue en éducation à l'Université Laval et qui était aussi membre avec moi et d'autres sur la commission sur la liberté académique, aussi fait paraître dans les mêmes temps un article le 25 octobre dans la presse qui disait défendre la liberté universitaire. Ensuite, donc, sur TV5 Monde, on a même discuté du fameux débat à l'Université d'Ottawa sur l'utilisation du mot nègre, etc., etc. Et donc aussi, par exemple, moi, j'ai commis une série de textes qui s'appellent « Qu'est-ce qu'une université? Les ennemis intérieurs de la liberté universitaire et quand le jugement fout le camp ». Donc, parce qu'on était dans une forme que je considérais une forme d'hystérie collective au sein des directions universitaires qui se sentaient incapables de prendre des décisions qui, au fond, relèvent d'une chose relativement simple, la gestion de classe, hein, puis la pédagogie, et non pas de la censure. Donc, c'est tout un contexte qui est parti, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, à l'Université d'Ottawa. Il y a eu des cas similaires, mais moins explosifs à l'Université Concordia. Et comme le dit Martin, dans son ouverture, il y a eu aussi plusieurs cas à l'Université McGill. Donc, on devine que c'est commencé dans les universités anglophones, ce qui est très intéressant en soi. Et le cas de l'Université d'Ottawa est d'autant plus intéressant que c'est une université dite bilingue. Donc, c'était dans un concentré, la rencontre des francophones et des anglophones. Et quoi qu'on en dise, les statistiques le montrent et la sociologie élémentaire le montre, il y a eu une différence culturelle importante entre le ROC, le Rest of Canada, et le Québec. Le Québec francophone a eu une attitude beaucoup plus française, beaucoup plus libre, beaucoup plus ouverte au véritable débat académique. Et il n'y a pas de censure, il n'y a pas de mot tabou. Tout est une question de pédagogie, de contexte d'utilisation des termes. Utiliser un terme, ce n'est pas envoyer des insultes. Donc, il y a plein de gens qui, pour des raisons complexes, ne comprennent pas ces distinctions élémentaires au niveau universitaire. Et donc, à l'Université d'Ottawa, pour calmer le jeu, le recteur qui a fait preuve d'incompétence et de lâcheté s'est dépêché à mettre sur pied une commission. Donc, il a nommé le juge Bastarache, qui est un ancien juge de la Cour suprême, donc ça donnait un élan de crédibilité. Et donc, il a mis un rapport qui s'appelle le rapport sur le rapport du comité sur la liberté académique qui a été déposé à l'Université d'Ottawa en novembre 2021 et qui d'ailleurs lui-même a donné lieu ensuite à des controverses qui démontraient bien le côté très débattu au sein de l'université, et y compris des membres du rapport qui ont subi des pressions. Et donc, il y a une deuxième version du rapport Bastarache dans lesquelles on a enlevé des annexes qui contenaient des données très importantes, mais qui ont été en quelque sorte, on peut dire, désavouées suite à des pressions. Et
Et donc, ça a donné lieu aussi en 2022 à une synthèse des professeurs d'Université d'Ottawa dans un livre qui s'appelait « Liberté malmenée ». Et ensuite, des points de vue qui ont été adressés au recteur. Donc, on voit où il y a eu un foisonnement d'excitation. Et si on fait une enquête sur les nombres d'articles de journaux, ce que j'ai fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, dans la période d'octobre 2020 à janvier 2021, donc en gros, disons les 4-5 premiers mois de la controverse à l'Université d'Ottawa, il y a eu une centaine d'articles en français dans les journaux francophones, Le Devoir, La Presse, Le Droit d'Ottawa, et il y a eu seulement une dizaine de textes en anglais. Ça vous démontre déjà que les francophones ont considéré scandaleux ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, alors que les médias anglophones semblaient considérer que c'est tout à fait normal. Et donc, c'était un événement sans conséquence. C'est là qu'a né le gouvernement du Québec, qui est le gouvernement qu'on considère de centre-droit, qui, lui, a dit la dynamique actuelle dans les universités, elle n'est pas très saine, donc il faut créer une commission indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire. Un mot sur la formulation un peu bizarre de liberté académique dans le milieu universitaire. En anglais, on parle de academic freedom. Mais academic freedom, si on le calque en français, ça donne liberté académique. Sauf qu'en français, liberté académique, ce n'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est liberté universitaire. Le gouvernement a décidé d'appeler ça liberté académique dans le milieu universitaire parce qu'au Québec, l'enseignement supérieur inclut les cégeps. Or, les cégeps, ce n'est pas l'université. Donc, s'il avait dit liberté universitaire, ça aurait été clair, mais il a mis liberté académique en milieu universitaire parce qu'il considère une liberté académique au cégep, qui ne fait pas partie du mandat de la commission. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est beaucoup mieux, pour des raisons que je vais expliquer vers la fin, de parler toujours de liberté universitaire. Moi, je parle de l'université. Je ne parle pas des cégeps. Les cégeps, c'est un peu plus compliqué. Et si on a des questions sur le cégep, je pourrais y répondre à la fin, parce que dans le rapport de la commission, on a mis une note de bas de page sur les cégeps. Donc, la commission a été mise en place et c'est une commission qui comprenait 4 membres, tous des universitaires, et le président, qui lui-même était à cette époque le vice-président de l'Université du Québec à Chicoutimi, mais qui était aussi Alexandre Cloutier, un ancien ministre du gouvernement du Parti québécois. Et donc, il connaît bien un peu les entrailles des gouvernements. Et ensuite, on a nommé donc une étudiante de doctorat en chimie, Josée Moret, qui était également une chargée de cours. Il y avait aussi, comme je l'ai dit, Chantal, et il y avait aussi Aline Nibaoué, qui était prof d'éducation à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est vraiment des professeurs d'université qui connaissent le système de l'intérieur, qui ont eu, de la part de la ministre de l'Enseignement supérieur, la mission suivante. Le but de la commission, c'était de réaffirmer la mission des universités, et je vais y revenir, et de déterminer les principes de la liberté académique. Parce que tout le monde parle de liberté académique, mais la question, c'est ça comprend quoi, la liberté académique? Contrairement à ce qu'on pense, tout n'est pas de la liberté académique. Et donc, de rappeler aussi la responsabilité des universités et des acteurs. Qui est responsable de la liberté académique? Quels sont leurs devoirs? Et c'était aussi de soumettre au gouvernement un mécanisme pour mettre en place dans les établissements qui, malgré leur grand discours sur l'importance de la liberté académique, au fond, ne la défendaient pas. Le cas de McGill, d'Ottawa est parfaitement clair à ce sujet. Donc, on était aussi invité dans le mandat à donner une description des situations actuelles. Donc, dans le rapport, on a un annexe qui décrit jusqu'à l'automne 2022
2021, l'ensemble des interventions à travers le Canada qui ont mis en jeu la liberté universitaire. Et donc, pour ce faire, on a donc demandé à la communauté de produire des documents. On a reçu 47 mémoires et ensuite, on a demandé à 23 de ces auteurs qui ont écrit les mémoires de les présenter lors d'audiences publiques filmées, qu'on peut d'ailleurs écouter sur YouTube pendant 5 jours. Pour discuter, on a donc rencontré des associations étudiantes, les recteurs, les syndicats, des professeurs qui ont témoigné de façon individuelle. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Martin dans son ouverture, c'est qu'on a même reçu, dans ces 5 jours d'audience, on a accepté d'avoir des audiences à huis clos pour les personnes qui voulaient témoigner au comité, mais de façon anonyme, ce qui confirme encore qu'il y a des gens, et on peut le comprendre et le respecter, mais on peut trouver bizarre que défendre la liberté académique devait se faire sous couvert d'anonymat. Ça montre le contexte un peu, à mon avis, hystérique de cette époque-là. En plus donc de recevoir 47 mémoires, on a fait un sondage auprès de l'ensemble des professeurs et de l'ensemble des étudiants. Donc, on voit que la commission qui a travaillé du mois de mars 21 et qui a déposé son mémoire en décembre 21 a vraiment fait le tour de la question de façon indépendante. Quelques exemples simplement pour donner une idée de la situation. Dans les sondages, on nous a dit dans les répondants que 60% des membres du corps professoral affirmaient que c'était déjà censuré en évitant d'utiliser certains mots. Ça ne pose pas un problème en soi. Ça veut simplement dire que les gens sont conscients de ne pas utiliser certains mots. Ça ne dit pas que c'est mauvais de ne pas les utiliser. Ça dit qu'ils sont conscients, qu'ils font attention de l'utiliser. Donc, le plus important, à mon avis, c'est plutôt l'autre, qu'un tiers quand même des professeurs disent censurer en évitant d'enseigner certains sujets. Ça, c'est beaucoup plus grave. Parce que normalement, à l'université, il ne devrait y avoir aucun sujet tabou. Au contraire, c'est là qu'on remet en question les évidences, c'est là qu'on discute de façon rationnelle et argumentée de toute question sans aucune exception. Et même chez les étudiants affirment aussi, à un degré moindre, se censurer dans le cadre de leurs études. Donc, eux aussi ne se sentent pas libres d'émettre les opinions quelles qu'elles soient, même qu'elles peuvent paraître naïves, elles devraient être capables de discuter de ces choses-là. Là où on voit une différence entre les professeurs, bien sûr, et les étudiants, c'est sur la légitimité d'employer tous les mots à des fins académiques. On ne parle pas d'insultes, ça va de soi que personne qui veut insulter personne. Dans le monde académique, on utilise des termes pour exprimer des contextes. Et donc, surprenamment, il y a quand même presque un tiers des étudiants ou un quart qui admettent que certains mots ne devraient être jamais prononcés, quel que soit le contexte. Donc, il y a une différence ici très claire entre les professeurs et les étudiants. Donc, ces sondages-là sont confirmés actuellement aux États-Unis par un sondage qui est paru il y a quelques semaines aux États-Unis et qui confirma aussi le taux de censure au niveau aussi des recherches chez les professeurs, des expressions de la part des étudiants. Donc, on ne peut pas douter qu'il y a un contexte de autocensure. C'est une évidence. Et encore une fois, par exemple, quand on parle du rôle de l'expertise, il y a une différence entre les étudiants et les professeurs. Bien sûr, 9 sur 10 des professeurs, donc essentiellement l'ensemble, considèrent qu'on doit traiter à l'université de tous les contenus relevant de son domaine d'expertise,
peu importe leur genre, leur identité de genre, leur orientation sexuelle, leur ethnicité, leur religion, et je rajouterais pour être drôle un petit peu, la couleur de leurs cheveux. Hein, il n'y a aucune raison de limiter à une personnalité ou à une caractéristique physique la légitimité de discuter. Par contre, un quart des étudiants considèrent qu'on ne devrait pas traiter de certains sujets si on n'est pas soi-même membre d'une certaine communauté. Donc, on voit une forme de communautarisme et d'identitarisme sur une minorité, environ un quart des étudiants. Est-ce que cette minorité, ce quart, c'est un manque de réflexion et dans quelques années, en maturant, ils vont s'apercevoir que c'est une position absurde? On verra dans les années à venir. Mais c'est quand même en gros un quart des étudiants. Il reste quand même que les trois quarts sont parfaitement conscients que tout débat, toute discussion ne se fait par toutes des personnes rationnelles et non pas par des caractéristiques physiques des individus. Et aussi pour montrer que les professeurs aussi ne réfléchissaient pas jusqu'à cette fameuse année 2020, du moins au Québec, à la liberté académique. La plupart des profs ignoraient si les universités avaient, au fond, des clauses défendant cette liberté universitaire. Donc, notre rapport est arrivé à la conclusion suivante. On a dit que pour parler de liberté universitaire, et je vais y venir bientôt, il faut d'abord rappeler qu'est-ce que l'université. Donc, curieusement, la mission de l'université au Québec n'était définie dans aucune loi constituante qui définit la mission précise de l'université. Le seul endroit où il y a une loi, c'est la loi de l'Université du Québec qui créait les universités du Québec en 1968, qui contenait pour l'Université du Québec la mission de l'Université du Québec. Mais l'ensemble des universités, c'est pris pour acquis comme allant de soi la mission. Donc, nous, on l'a défini de façon précise. La mission de l'université consiste en la production et la transmission de connaissances par des activités de recherche, de création, d'enseignement et de service à la collectivité. C'est au fond la mission que tout le monde sait spontanément, mais qu'on a suggéré au gouvernement de mettre dans une loi. Ensuite vient la partie apparemment plus difficile, mais qui, encore une fois, pour la plupart des gens de sens commun académique, c'est de dire qu'est-ce que la liberté universitaire? Donc, dans le rapport, on a défini la liberté universitaire. On considère que la liberté universitaire comprend le droit, en dehors de toute contrainte doctrinale, à la liberté d'enseignement et de discussion, la liberté de recherche, de création et de publication, la liberté d'exprimer son opinion sur l'établissement et le système au sein duquel travaille le bénéficiaire de cette liberté, et de ne pas être soumis à la censure institutionnelle et de participer librement aux activités d'organisation professionnelle et d'organisation académique. Donc, c'est très large. Mais il faut rappeler qu'au fond, cette liberté universitaire doit être exercée en conformité avec les normes d'éthique et de rigueur scientifique, qui, elles, bien sûr, on va le voir un peu, dépendent des domaines. Hein? Les formes de consensus sur les méthodologies légitimes en sociologie ne sont pas les mêmes qu'en physique ni en mathématiques. Mais il y a quand même une communauté scientifique qui a des normes et on y viendra aussi, il y a des professions. Ensuite, il y a une chose très importante et souvent très mal comprise par les étudiants, c'est qui sont les bénéficiaires de la liberté universitaire. Donc, il fallait nous définir la mission de l'université. Qu'est-ce que la liberté universitaire? Mais dire qui bénéficie dans la fameuse communauté universitaire. Parce qu'il est toujours gentil de dire on est une communauté, la communauté universitaire, il y a des tonnes de communautés. On ne définit jamais qui sont les membres de cette communauté. Donc, nous, on dit les bénéficiaires, il ne faut pas qu'on se fonde sur le statut. Par exemple, moi, je suis professeur, quelqu'un est chargé de cours. Si on mentionne le statut, ce n'est pas une bonne idée parce que le statut change. Par exemple, un étudiant de doctorat est étudiant,
mais ça se peut qu'on lui demande de donner un cours, donc il devient chargé de cours. Donc, pour éviter ce problème, on a défini en fonction de la fonction. Donc, les bénéficiaires de la liberté universitaire, d'après nous, d'après les membres du comité, sont les personnes qui exercent des activités contributives à l'accomplissement de la mission de l'université, sans égard au lieu et au mode de production et de diffusion des connaissances. Ça, c'est très important. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'un professeur parle à la radio et qui intervient dans son domaine d'expertise, il est soumis au droit à la liberté universitaire et donc ne peut pas subir de contraintes de la part de l'institution. C'est une conséquence directe du bénéficiaire et de la définition de l'université. Donc, ces phrases-là sont courtes, mais il faut les lire très attentivement parce qu'elles ont des conséquences très importantes pour maximiser la liberté universitaire des personnes qui bénéficient de cette liberté. Et donc, certains disent, oui, mais où est la liberté universitaire des étudiants? Et là, on a un très bel exemple de confusion conceptuelle. La liberté universitaire est définie en fonction de la mission de l'université. Donc, l'étudiant, c'est lui qui bénéficie de la mission. Lui, il a la liberté d'apprendre. Il n'a pas la liberté universitaire. Ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un chercheur, c'est quelqu'un qui est en formation. Donc, il y a une liberté, et c'est la liberté d'apprendre, c'est-à-dire donc d'être capable de discuter en classe de tous les sujets, de ne pas être ostracisé ni par le professeur, ni par les étudiants dans la même classe, mais ça ne s'appelle pas de la liberté universitaire. Les étudiants ont la liberté d'apprendre, et les professeurs et les enseignants et les chercheurs ont la liberté universitaire dans le cadre de la mission de l'université. Pourquoi une loi? Évidemment, au début de notre rapport, les gens disaient, puis surtout les recteurs se sont, pour une fois, unanimes de dire on n'a pas besoin de loi, tout va bien dans les universités, la liberté, elle est défendue par les recteurs, les vice-recteurs. Tout ça était bien sûr un mensonge à quiconque a les yeux ouverts et lit les journaux. Et pourquoi une loi? Pourquoi une loi? Parce qu'au Québec, c'est la première fois qu'on va avoir une vision uniforme de tous les établissements. Parce qu'il faut savoir que les professeurs de l'Université McGill, par exemple, et les professeurs de l'École des hautes études commerciales ne sont pas syndiqués. Or, les universités qui sont syndiquées comme l'UQAM peuvent mettre dans la convention collective une clause sur la liberté universitaire. Donc, les professeurs syndiqués ont une prise pour défendre la liberté universitaire. Mais les universités non syndiquées n'ont pas de prise. Deuxième raison, même si les syndicats ont une prise, il faut savoir que lorsqu'on fait un grief auprès du syndicat, le professeur fait un grief, c'est le syndicat qui décide si le grief est accepté ou non. Donc, vous pouvez imaginer, de façon abstraite, un syndicat qui serait noyauté par certains qui pensent qu'on exagère la liberté universitaire et qui ne défendraient pas le professeur qui met de l'avant la liberté universitaire. Donc, avec une loi sur la liberté universitaire, on donne un mécanisme indépendant des syndicats. Et ça, c'est très, très important. Et donc, l'autre avantage d'une loi, c'est qu'en définissant la liberté universitaire, on doit d'abord définir la mission de l'université. Donc, les gens, un certain nombre de professeurs, une minorité, une soixantaine qui ont fait une lettre dans les journaux contre la loi 32, ne l'ont pas lu et n'ont pas compris que pour définir la liberté universitaire, on a d'abord défini dans la loi la mission de l'université. Et ça me semble une chose très, très importante que ceux qui sont contre la loi 32 parce qu'ils n'ont rien compris devraient méditer davantage. L'autre chose, c'est que bien sûr, avec une loi, si jamais on va devant les tribunaux, si l'université essaie de bloquer des discours d'universitaires légitimes, on pourra toujours aller en cour supérieure et dire qu'une loi qui interdit aux directions universitaires de nous censurer. Donc, on a le syndicat, on a la loi, et la loi, c'est la base juridique pour ensuite aller, si on est obligé d'aller jusque-là, en cour supérieure. Voici la fameuse loi 32. Donc, nous, on a déposé le 14 décembre 2021 notre rapport. Le projet de loi 32 a été déposé à l'Assemblée nationale le 6 avril 2022.
une commission parlementaire, donc avec les députés de l'opposition, ont entendu les recteurs qui ont répété qu'on n'a pas besoin de loi, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on a demandé d'ailleurs aux membres de la commission dont j'étais, donc moi et le président Alexandre Cloutier avons témoigné devant la commission pour rappeler l'importance d'avoir une loi contre le point de vue des recteurs, en démontrant que le point de vue des recteurs n'était pas fondé sur la réalité. Et finalement, la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale le 3 juin 2022. Et notons ce qui est très important quand on comprend la démocratie québécoise, c'est une loi qui a été adoptée sans opposition. Normalement, l'opposition s'oppose. Ici, il est très intéressant que les libéraux ont voté pour le projet de loi, le Parti québécois a voté pour le projet de loi, et les 8 membres, les 8 élus de Québec solidaire, qu'on devine un peu plus à gauche et peut-être un peu plus sensibles à ceux qui ne comprennent pas la spécificité de la liberté universitaire et qui confondent ça avec la mantra EDI, se sont abstenus. Mais le fait que Québec solidaire ne se soit pas opposé, mais se soit abstenu, est un très beau signe que même eux comprenaient que s'opposer à une loi sur la liberté universitaire est un peu exagéré. Mais comme il voulait faire plaisir à son aile gauche, pour ne pas dire d'extrême gauche, il s'est abstenu. Mais donc, la loi a été adoptée sans opposition. Par contre, il faut rappeler maintenant que oui, on a défini la liberté universitaire, mais là, il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Je pense qu'il y a des gens, soit par naïveté, soit par stratégie, pensent que aussitôt qu'on est professeur, on peut dire n'importe quoi, dans n'importe quel contexte, et qu'on bénéficie de la liberté universitaire. C'est bien sûr absurde. Hein? Le professeur, l'enseignant, n'a pas la liberté universitaire complète en classe. Il est limité par les programmes, par les contenus des cours, et aussi, on va y venir un peu après, par les ordres professionnels. Si on est psychologue, on a des contraintes. On ne peut pas dire n'importe quoi. Si on est médecin, on ne peut pas dire n'importe quoi. Mais on n'est pas limité par les sociétés savantes qui se donnent des codes comme les anthropologues américains ou les sociologues français, comme si, parce qu'ils sont une société savante, ils peuvent contrôler ce que je dis. Mais les ordres professionnels au sens de la loi, effectivement, mettent des limites à ça. Et ça, c'est démontré en cours par des jugements dont je pourrais vous donner des exemples. Et donc, la liberté universitaire protège aussi donc, la société et pas uniquement le professeur. Donc, la liberté universitaire n'est pas une liberté corporatiste. C'est une liberté qui assure la mission de l'université, qui, elle, est au bienfait de la société en assurant la production de connaissances valides et débattues, donc robustes, parce que résistantes à la critique, OK, dans lesquelles sont utilisées multiples manières culturelles et économiques et ne peut pas être brimée dans ses projets, quels qu'ils soient. Je mets sous forme d'interrogation, parce que c'est une chose qui n'a pas été discutée souvent et ça ne s'applique pas chez nous au Québec ni au Canada, mais aux États-Unis, c'est est-ce que la liberté universitaire suppose une université publique? Une université totalement privée religieuse, c'est débattu. Est-ce qu'elle peut brimer la liberté universitaire? C'est un sujet compliqué, mais qui, pour nous, ne s'applique pas dans le cas du Québec et du Canada, mais ça s'applique aux États-Unis. Parce qu'il existe des universités religieuses privées et eux, ça pose un problème que je mentionne, mais sur lequel je ne développerai pas. Et donc, il faut donc distinguer le simple professeur qui, lui, a de la liberté maximale, même lorsqu'il dit des choses débattues sur le plan scientifique. Je pense à un exemple qui était dans les journaux, le professeur de physique Paul Héroux, qui est un expert des ondes électromagnétiques, mais qui s'adonne à être très critique de la G5 et qui est un peu, sinon impliqué, du moins proche des théories du complot. On ne peut pas
bien qu'on puisse être en désaccord avec lui sur des interprétations un peu exagérées, mais il a le droit de l'exprimer. Donc, on ne peut pas le censurer parce qu'il émet des choses contre le consensus. C'est un débat. Il est minoritaire, il est marginal, et les gens doivent utiliser leur raisonnement et leur sens commun. Par contre, il y a une confusion qui est arrivée souvent, c'est que les postes de direction universitaire, lorsqu'on est un cadre, un doyen, un vice-recteur, le directeur d'un institut qui représente l'institution, son discours engage l'image de l'institution et il est donc soumis au devoir de loyauté, ce que n'est pas soumis le professeur normal, ordinaire. Donc, il y en a qui ont dit que quand on met dehors un recteur, c'est de la censure, ou Andrew Potter, en 2017, à McGill, il y a eu une controverse sur le fait qu'on avait limité sa liberté académique. À mon avis, c'est faux. D'ailleurs, j'avais écrit dans Le Devoir un article démontrant qu'on n'avait pas limité sa liberté académique parce qu'il était directeur d'un centre qui représentait l'institution. Il n'avait que de redevenir professeur pour continuer à insulter les Québécois comme il l'avait fait à titre de directeur. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on est en droit, en médecine, les ingénieurs ont des codes de conduite et le professeur, le médecin de l'université ne peut pas dire des absurdités sur le vaccin, il va perdre son droit de pratique. Donc, il y a des contraintes à la liberté universitaire, il ne faut pas l'oublier. Un autre exemple que je vais donner, parce qu'il vient juste d'arriver il y a quelques semaines, c'est qu'il y a des professeurs en travail social, une de l'UQAM et l'autre de Sherbrooke, qui se sont plaints dans les journaux qu'on a limité leur liberté universitaire parce que le ministère de la Santé a refusé de diffuser leurs vidéos sur le racisme. Ça, c'est un très bel exemple de confusion totale. Le travail qui relève d'une relation entre un professeur et un ministère, c'est un contrat. Et donc, ces personnes-là ont fait un contrat avec le ministère. Ils ont produit un document. Le ministère de la Santé doit l'évaluer. Et s'il n'est pas satisfait du document, il le tablette. Et c'est une relation contractuelle. On ne peut pas, au nom de la liberté académique, obliger le ministère de la Santé à diffuser des vidéos totalement simplistes sur ce qu'eux ont appelé le racisme systémique. C'est quelque chose eux, leur liberté académique, c'est d'en discuter, de dire que c'est fondamental, mais ils ne peuvent pas obliger le ministère de la Santé à diffuser une vidéo dont j'ai vu des extraits, et c'est une vidéo absolument infantilisant et d'un simplisme fondamental. Moi, je peux avoir cette opinion sur le simplisme parce que c'est une liberté académique. Mais dire qu'on a brimé leur liberté académique, c'est une erreur fondamentale qu'un certain nombre de syndicats ont relayée par ignorance de la spécificité de la liberté universitaire. Donc, je termine en rappelant qu'il faut distinguer la liberté universitaire de la liberté d'expression. Il y a certains individus, certaines personnes, comme à l'Université de Montréal, qui utilisent une expression qui, à mon avis, est inadéquate. Ils parlent de liberté d'expression en contexte universitaire. Ça, c'est confondre deux concepts distincts. Moi, je prétends que la mission de l'université, c'est le fondement de la liberté universitaire. Et donc, la mission de l'université implique deux conséquences. L'autonomie institutionnelle, au sens que le gouvernement ne peut pas imposer aux universités de donner des programmes d'astrologie, comme ça s'est fait en Inde au début des années 2000, le gouvernement conservateur de l'Inde avait imposé aux universités des doctorats en astrologie, ce qui est bien sûr une absurdité. Donc, l'autonomie institutionnelle pour l'organisation, puis la liberté universitaire s'applique à l'enseignant, aux professeurs et aux chercheurs, pas à l'institution. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça s'applique à la classe, au campus, à l'enseignement, à la recherche, aux publications et à la politique universitaire. La liberté d'expression, c'est l'émanation d'une société démocratique qui a une charte, dans le cas du Québec et du Canada, qui a une charte des droits et libertés. Donc,
tout individu, qu'il soit professeur ou non, tout citoyen a la liberté d'expression. Et donc, ce qui veut dire que dans l'espace public, elle s'exprime librement, elle peut dire que la Terre est plate, elle peut être contre les vaccins, et ça, c'est sa liberté d'expression. Exemple, au début des années 90, il y a une médecin qui avait écrit un livre qui s'appelle « La mafia médicale », dans lequel elle disait que les vaccins sont dangereux et qu'ils donnent le sida. Bien sûr, c'est du délire, mais elle était médecin. Et donc, les journalistes sont excités du fait que l'Ordre des médecins l'a censuré, parce que les journalistes ne comprenaient pas la différence entre le fait qu'être médecin suppose des devoirs et que dire que les vaccins donnent le sida, c'est une absurdité. Donc, elle a perdu son droit de pratique, Mme Langto, et ensuite, elle a continué, et elle continue jusqu'à nos jours, à délirer sur les vaccins. Donc, comme citoyenne, elle délire, mais elle ne peut pas être à la fois médecin et délirer. On ne peut pas faire ça. On peut dire que la Terre est plate tant qu'on veut, mais on ne peut pas être professeur de physique et donner un cours de mécanique 101 de 45 heures dans lequel on démontre que la Terre est plate. Le département va donc vous enlever le cours et vous dire que vous n'obéissez pas. Bien sûr, on peut penser à des zones grises où on se demande si ce que dit le professeur relève de la liberté académique ou de la liberté d'expression. C'est ce que j'appelle la casuistique, et c'est dans ces cas-là qu'il faut regarder précisément si c'est l'un ou l'autre. L'avantage du professeur à l'université, c'est qu'il est à la fois citoyen et professeur. Donc, il a deux libertés. Il a toujours la liberté d'expression comme tout le monde, et l'université ne peut pas sanctionner la liberté d'expression. Mais il a aussi la liberté académique lorsqu'il parle de domaines de recherche, de preuves, d'argumentation scientifique. C'est ce qui explique qu'on confond parfois liberté d'expression et liberté académique. Je pense qu'il faut garder les deux concepts logiquement séparés. L'idée de notre rapport, c'était de déduire la spécificité de la liberté universitaire. Pourquoi? Parce que les recteurs, pendant la commission, ont tenté de dire que la liberté universitaire était une conséquence de l'autonomie institutionnelle, ce qui est faux. La liberté institutionnelle, l'autonomie institutionnelle, c'est une chose, mais elle n'implique nullement la liberté universitaire. On peut facilement imaginer des universités très autonomes, mais dans lesquelles il n'y a pas de liberté universitaire parce que les directions sanctionnent la liberté universitaire. Donc, la liberté universitaire est une conséquence de la mission d'université et non pas de l'autonomie. L'autonomie elle-même est déduite de la mission. Et encore une fois, la liberté d'expression dans une société démocratique, ce n'est pas la même chose. On peut même, d'ailleurs, si on remonte dans l'histoire, si on regarde l'Union soviétique dans les années 30, il y avait une très grande liberté académique dans les domaines de la science, mais il n'y avait aucune liberté d'expression parce qu'on était en Russie, communiste. Donc, les physiciens se promenaient, allaient en Angleterre, faisaient de la recherche. Donc, il y avait une grande liberté universitaire, mais aucune liberté d'expression. Donc, c'est très important que les concepts soient bien définis et donc soient séparés. En conclusion, je dirais que la mission universitaire de contribuer à l'avancement des connaissances exige l'autonomie totale vis-à-vis des groupes d'intérêt concernant autant les méthodes d'enquête que les résultats obtenus. Parce que dans une société ouverte, quiconque peut, s'il est en désaccord avec les résultats de la recherche, les critiquer. Il y a un espace public pour les critiquer. Chaque professeur, par contre, engage sa crédibilité dans ses interventions. Parce qu'il faut rappeler que le professeur d'université, sa crédibilité, c'est son capital symbolique. S'il se met à délirer, pas besoin de le sanctionner, il est sanctionné par la perte de crédibilité de son discours. Et surtout, il ne faut jamais céder aux tentatives multiples ces temps-ci de confusion conceptuelle en mélangeant la rhétorique EDI à celle sur la liberté universitaire. Car ce sont des enjeux qui ne relèvent pas du même niveau d'action. Par exemple, des bourses, la gestion de classe, la pédagogie, tout ça, ce n'est pas la liberté universitaire. C'est à un autre niveau. Si on veut, soi-disant, de l'inclusion,
Ben, qu'on trouve des mécanismes en donnant des bourses, en éduquant les jeunes, en leur apprenant à écrire pour qu'ils se rendent à l'université. Si c'est ça, la diversité, donnons des bourses, mais arrêtons de vouloir lier ça à la liberté académique. Je dois dire que dans la commission, j'étais assez surpris d'entendre des gens de haut niveau à la commission des droits et libertés qui confondaient constamment des droits et libertés avec la liberté académique. C'était probablement fondé sur une ignorance de la spécificité de la mission des universités, mais il faut cesser cette confusion des niveaux et définir les concepts de façon assez précise pour éviter ces confusions intellectuelles qui, à mon avis, n'ont pas leur place à l'université. Il faut donc défendre la mission spécifique de l'université sans céder au chantage, quel qu'il soit, même au nom de la générosité et de tous les mantras à la mode. Merci de votre attention. Un gros merci, Yves. Reste avec nous parce qu'on va prendre des questions de l'auditoire. Pour les gens qui nous écoutent, vous verrez en bas de votre écran un petit bouton Q&A, Q&A ou Q&R selon la version de Zoom que vous utilisez. Il suffit de taper votre question là-dedans. Moi, je vais les transmettre. Yves, tu n'as pas besoin de te soucier de ça. Moi, je vais te les poser des questions. Ça va être plus simple parce qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des questions aussi en cours de route. Une première question, c'est en lien avec le devoir de loyauté. Mais merci d'ailleurs pour la présentation, très éclairant, très utile, très, très précis. La question porte sur la question du devoir de loyauté. Donc, le devoir de loyauté est inclus au Code civil, évidemment. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, le projet de loi, là, je ne suis pas avocat, hein, donc il faut me pardonner, puis toi non plus, je sais, mais je sais qu'il y avait plusieurs avocats impliqués dans le processus. Est-ce que ça veut dire que ce projet de loi 32 sur la liberté universitaire, qui est un projet, qui est une loi d'ordre public, supplante à quelque part cet article du Code civil qui est en lien avec le devoir de loyauté? Oui, ça, c'est une question qui est intéressante parce que il y a eu une très belle étude de la COPLA, donc qui est le comité de la FPQQU qui porte sur la liberté universitaire, dans lequel 3 juristes ont analysé les conséquences justement de la loi 32. Et ici, on ne peut pas aller au-delà du Code civil. Par contre, ce qu'on peut suggérer, c'est que la formulation de la loi va contraindre ça, parce que si l'université dit au nom du devoir de loyauté, bien, c'est quoi la loyauté? Si on parle de science et on dit, par exemple, qu'on a des craintes sur la vaccination des enfants de 2 à 5 ans, on ne peut pas invoquer le devoir de loyauté. Par contre, bien sûr, si un prof dit que l'Université Laval, c'est un... je ne devrais pas nommer l'université, mais l'Université X, c'est un trou de cinglé, puis que là, si les profs se mettent à délirer au nom de la liberté d'expression, donc le devoir de loyauté, à mon avis, par la loi 32, est balisé de sorte qu'un juge pourra dire, écoutez, là, c'est sa liberté académique qui est en jeu. Il a le droit de dire que la vaccination n'est pas obligatoire entre 2 et 11 ans. Il a le droit de dire ça. Parce qu'il ne met pas en cause l'efficacité du vaccin, il met en cause l'obligation et de la santé publique. Il y a beaucoup de confusion entre la science, qui dit l'état des choses, et la décision publique, qui, elle, est fondée sur plusieurs raisons. Et on l'a très bien vu dans le cas de la pandémie, où il y a eu plein de délires, mais que tous les pays ont eu des réactions différentes à la pandémie. Donc, nous, on avait demandé dans notre rapport qu'il y ait une clause disant qu'au fond, le devoir de loyauté est aussi de prendre fait et cause. Ça n'a pas été retenu parce que c'est compliqué, mais je pense que ce qui est là actuellement permet des balises pour dire qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi la loyauté à l'université. Hein? Si vous dites que la mécanique quantique est peut-être pas bonne, ben, on ne peut pas dire que c'est un manque de loyauté à l'université. Donc, je pense que ça balise la légitimité d'une université d'invoquer le code de loyauté, et ça peut être fait uniquement s'il remet en cause l'institution, s'il dit que l'université, s'il délire sur la nature de l'institution, là, il y a peut-être des problèmes à la marge. Parce qu'encore une fois, tout n'est pas
du ressort de la liberté universitaire. Parfait. Merci. Une autre question, c'est une question qui demande comment tu expliques la différence de vue du Québec versus le rest of Canada sur la question justement de la liberté universitaire. Je sais que tu y as fait allusion, mais peut-être que tu pourrais élaborer un peu plus. Je vais vous donner là, mon avis de sociologue général, si on peut dire. C'est que au Québec et au Canada, depuis les années 80, il est à la mode de dire qu'on n'est plus à l'époque des deux solitudes, hein, le fameux roman de Hugh McLennan de Two Solitudes. C'est sociologiquement faux. Toutes les études sociologiques montrent qu'il y a une différence culturelle fondamentale. Le côté qu'on appelle, je m'excuse du terme, mais pour aller plus vite, c'est simple, ce qu'on appelle les woke, donc cette tendance à s'auto-flageller, à dire oui, on a dominé, est beaucoup plus forte chez les anglophones, beaucoup plus importée des États-Unis, une culture américaine. D'ailleurs, on voit souvent qu'il y a beaucoup plus d'Américains des universités du Canada anglais qui importent cette culture-là d'auto-flagellation, alors que chez les francophones, on a le côté beaucoup plus français hein, de laïcité que les autres appellent ouverte. La laïcité, c'est la laïcité. Il n'y a pas de laïcité fermée, de laïcité ouverte. La laïcité, c'est la laïcité. Donc, il y a beaucoup de confusion. Et donc, cette culture-là d'ouverture, de débat, hein, les Français, les francophones débattent, les Anglais, c'est « Oh, very interesting. J'étais à Harvard, j'étais aux États-Unis, je connais les universités américaines et le Canada anglais. Oh, it's all great. You know, it's very interesting. » Cette culture d'éviter le débat, et il y a une forme d'hypocrisie, il y a une forme de condescendance. Ah oui, les petits amis, vous avez votre culture. Donc, ce relativisme culturel aussi, c'est compliqué. Mais on le voit dans notre sondage. Dans notre rapport, là, si vous allez voir le sondage, on a une corrélation statistiquement significative que les recteurs ont voulu mettre en cause alors qu'ils ne connaissent rien aux statistiques. Donc, j'ai fait une intervention à la commission parlementaire rappelant que le sondage est statistiquement significatif et représentatif sur 4 variables. Donc, il y a une différence statistiquement significative, y compris chez les étudiants, entre les francophones et les anglophones, et chez les profs, entre les profs et les anglais. Donc, il y a une tradition. Moi, j'étais prof aussi à l'Université de Toronto. Il y a une différence. Et à l'Université d'Ottawa, le clash est fait entre les francophones et les anglophones. On ne veut pas le dire. Mais comme sociologue, on doit observer que, comme les éthologues voient une lutte entre les fourmis rouges et les fourmis noires, on doit décrire l'état de la lutte. Et il y a une différence culturelle. Elle est ancienne, elle est importante, et nous, on est encore traditionnellement, bien sûr qu'il y a des woke francophones, c'est une évidence, mais globalement, on l'a vu dans les statistiques, les anglophones sont plus tendance à dire oui, on ne peut pas dire le mot noir, le mot nègre. Pourquoi on ne le dirait pas? Par exemple, c'est les anglophones qui ne veulent pas dire le titre du livre Nègre blanc d'Amérique, mais c'est le titre d'un livre. Est-ce qu'on va dire N d'Amérique? Ce n'est pas ça le titre du livre, c'est Nègre blanc d'Amérique. Et on doit expliquer aux étudiants pourquoi Pierre Vallière a utilisé ce mot-là. Parce qu'il a travaillé avec les Black Panthers, puis on fait de l'histoire. Donc, il y a une différence culturelle compliquée qu'on ne peut pas nier, qu'on peut expliquer de façon compliquée, mais qu'on ne peut pas nier. Donc, je n'ai pas une explication simple de ça. Mais elle est très ancienne. Elle fait partie des deux cultures qui existent encore actuellement. On le voit dans le cinéma, on le voit dans la série télévisée. Le rock, c'est en gros des Américains qui s'ignorent, alors que le Québec est encore une fois, au niveau des francophones, une tradition beaucoup plus proche de la France. On le voit sur les débats sur la laïcité actuellement avec la loi 21 et même la loi 96. Okay. Dans ta réponse, tu as fait allusion à la représentativité du sondage qui avait été mené par la commission. Donc, justement, il y avait une question à cet effet-là. Dans quelle mesure est-ce que toi ou la commission plus généralement est confiant que les résultats du sondage sont représentatifs de ce qui se passe dans le milieu universitaire québécois? OK. Là, on tombe dans des stats. OK? Ouais. Il faut rappeler qu'au Québec et partout dans le monde, en France aussi, quand on fait un sondage de l'ensemble de la population, ça veut dire au Québec, 8 millions d'individus. On fait un sondage sur combien d'individus? 1000 individus. Donc, quand les recteurs ont osé dire que nous, avec 1000 profs sur environ 25, parce que c'est compliqué de savoir si c'est 25 ou 30 000, parce qu'on a les chargés de cours, puis ça fluctue, mais disons 25, 30 000. On était généreux, on a dit 30 000, on a mis plus.
On a 1000 réponses. Il dit c'est 3% des répondants. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que 1000 sur 8 millions, c'est 0,2%. Un sondage représentatif, il faut d'abord démontrer qu'il est représentatif. Donc, nous, on a montré dans le rapport que sur la distribution de l'âge des professeurs, les répondants sont représentatifs. Sur la distribution Montréal-Région, les répondants sont représentatifs. Sur la distribution des disciplines et sur la distribution du sexe masculin ou féminin, ils sont représentatifs. Donc là, si quelqu'un vient me dire qu'un sondage représentatif sur 4 variables, les résultats ne le sont pas, là, on joue sur les mots. Là, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, les sondages. Donc, notre sondage est représentatif et celui des étudiants aussi est représentatif. Et d'ailleurs, c'est très curieux de voir que les recteurs ont remis en compte le sondage sur les professeurs et pas celui sur les étudiants. Pour quelle raison? Il y a 992 étudiants sur combien? 100 000? Mais il est représentatif de l'échantillon. C'est un échantillon fait par Léger et Léger ou je ne sais plus trop qui, mais bon. Donc, il est représentatif. Et donc, le résultat, et en plus, si vous avez vu l'étude récente aux États-Unis sur l'autocensure dans le monde universitaire, je pense que c'est Fair qui l'a fait, je ne me souviens plus, il trouvait des résultats semblables. Donc, je suis parfaitement confiant des résultats qui sont là. Donc, tu as parlé aussi du pourcentage, justement, des professeurs qui disaient avoir censuré leur enseignement en lien avec des sujets spécifiques. Est-ce que tu ou la Commission a des statistiques qui sont plus précises, par exemple, selon les domaines des professeurs? Est-ce que la sous-question qu'on nous pose ici, c'est donc, est-ce que les sciences humaines, par exemple, seraient plus touchées par ces... Oui. Oui, je n'ai pas en tête, mais dans le rapport, si on va lire les annexes, on a tous les détails, mais bien sûr, il y en a plus en sciences humaines. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le cas en sciences de la nature. Donc, au début, les gens en sciences disent vous, les sciences humaines, là, c'est faux. Et d'ailleurs, je connais un cas où c'est une professeure de biologie qui s'est fait interrompre parce qu'elle expliquait qu'il y a des hormones mâles, les oestrogènes et les progestérone, des hormones mâles et des hormones femelles. Et là, elle s'est fait attaquer par des gens qui disent ben non, c'est une construction sociale. Avec la pauvre chargée de cours, encore une fois, une femme, encore une fois, on pourrait y venir sur la meute qui n'attaque que les gens faibles. Et donc, elle était complètement démunie parce que les gens ont dit mais c'est scandaleux ce que tu enseignes. Un prof de médecine aussi de McGill qui a écrit dans Couillette, qui a perdu son cours parce que lui aussi enseignait la biologie. Et donc, mais c'est moins fréquent, c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est présent, surtout en biologie, bien sûr, moins en physique, ce qui est tout à fait normal. Mais oui, il y a une différence, mais on le retrouve aussi en mais le taux d'autocensure est bien sûr plus élevé en sciences humaines et sociales. Ce n'est pas une surprise, on s'y attendait, mais il n'est pas zéro en biologie, ce qui est plus surprenant. Mm-hmm. Une autre question qui porte plus sur les cégeps, ce qu'on pourrait peut-être appeler les colleges pour nos participants canadiens. Donc, la nuance pour les cégeps quand on parle de liberté universitaire, parce qu'on note ici qu'il y a de plus en plus de recherches dans les cégeps qui se fait. Les profs ne sont pas obligés de le faire. Donc, la mission forcément des universités puis des cégeps, elle est très différente. Donc, est-ce qu'il y a des éléments à prendre en considération? Dans quelle mesure est-ce que cette liberté universitaire-là, qu'on appelle liberté universitaire, peut s'appliquer aussi dans le milieu des colleges, des cégeps? Oui. Dans notre rapport, on a fait une note de bas de page qui, à mon avis, est très importante, dans laquelle on dit à la fin qu'on croit, bien que ce n'est pas dans notre mandat, on ne parlera pas de cégep, mais on croit que si on lit attentivement la définition, qu'on parle de la fonction, que la plupart des éléments, pas tous, parce que comme vous avez dit, ce n'est pas dans la mission du cégep, mais il y a des profs qui en font. Donc, on peut tourner notre interprétation en disant les fonctions recherche qui sont présentes dans les faits sont protégées par ce qu'on pourrait appeler la liberté académique dans les cégeps. C'est ça qu'ils disaient la liberté académique en milieu universitaire. On pourrait dire la liberté académique en milieu cégep, mais elle est plus contrainte parce que, par exemple, les programmes d'enseignement au cégep sont aussi plus contraignants que les programmes d'enseignement à l'université. Donc, l'étendue de la liberté est moins grande, mais un professeur de cégep qui écrit un livre de philosophie ne peut pas être censuré par le cégep. Donc, il bénéficie de cette liberté
académique de recherche et d'enseignement, mais dans une contrainte plus faible, à cause de la mission du cégep, qui n'est pas exactement la même, mais en gros, si on applique cette idée-là, bien sûr, on voit mal un directeur de cégep qui censure un prof. Mais la loi ne s'applique pas au cégep. Nous, on a suggéré subtilement que son extension ne sera pas compliquée, mais le gouvernement a décidé de se limiter à l'université. Nous, on pense que, moi, en tout cas, je peux vous dire que moi, je ne mettrai pas à nouveau une commission au complet. Je pense qu'en lisant attentivement le rapport, on peut adapter et se servir actuellement. Les directeurs de cégep pourraient s'en servir en disant, écoutez, bien, c'est évident qu'il y a une liberté académique implicite qu'on peut rendre explicite. Donc oui, c'est pas compliqué, à mon avis, de l'étendre au cégep dans les contraintes de la mission du cégep. Parfait. Une question ici qui demande si ce serait possible pour toi. Puis là, je pense qu'on fait référence à la dernière diapositive que tu as présentée. Si je me rappelle bien, tu disais la question EDI, la question de la liberté universitaire. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion parce qu'on parle de différents niveaux d'action. Je pense que c'est les termes que tu avais employés, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, la question porte un peu là-dessus. Est-ce que tu pourrais donner des exemples de comment la défense de la liberté universitaire est entrée ou entre en conflit justement avec les objectifs EDI? OK. Est-ce que ça a été discuté dans la commission? Et puis peut-être, moi j'ajouterais personnellement, est-ce qu'il y a des façons de dépasser ce problème-là? Moi, je vais être bien franc. J'ai essayé de virer ça tous les bords, tous les côtés. À chaque fois, j'ai vu les discours EDI, qui, encore une fois, on a bien dit d'ailleurs dans la note du rapport que quand on regarde ce qui se dit sur EDI, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut être précis. Là. Si je dis équité, qu'est-ce que ça veut dire être équitable? Est-ce que c'est égalité? Souvent, dans les textes, les gens commencent avec le mot équité et ils continuent avec égalité. Mais ce n'est pas la même chose, l'équité et l'égalité. Hein? Parce que, par exemple, s'il y a un tiers, s'il y a 0 étudiants à l'université en physique qui sont autochtones, les chaires de recherche du Canada qui disent qu'il faut qu'il y ait 3 d'Autochtones, tu dis, ben, c'est absurde parce qu'il n'y en a pas. Après, si on en veut, on dit, bon, OK, là, on va aller les former, on va lui donner des bourses. Donc, il n'y a aucun lien à aucun moment entre EDI et liberté universitaire. Il y en a 0. OK? Là où il y a la confusion, c'est que les gens pensent qu'il y a un lien. Par exemple, si on prend équité, ben, s'il y a un tiers des étudiantes en chimie, puis qu'au bout de 15 ans, il y a un tiers au doctorat, est-ce qu'il y a un tiers des postes de professeurs? Statistiquement, ça devrait être le cas. C'est de plus en plus le cas au niveau maintenant des professeurs adjoints. Mais ça, ce n'est pas de la liberté académique, c'est des politiques d'embauche de l'université. Ça n'a rien à voir. Diversité. Ben, moi, dans ma classe, j'ai dit à mes étudiants, est-ce que moi, je suis responsable de la diversité de ma classe? Bien, la réponse est non, parce que c'est l'université qui dit que tu es accepté dans le domaine de psychologie, c'est pas moi. Moi, j'ai ma classe, j'avais des étudiants d'ailleurs qui venaient de partout. Hein? J'avais une fille du Maghreb qui était voilée, j'avais un de Haïti. Mais j'ai dit, vous êtes ici parce que l'université vous a pris. Mais qu'est-ce que ça vient faire avec la liberté académique? Rien. Mon cours est le même. Inclusion. Inclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une mantra qui ne veut rien dire. Puis, quel que soit le sens qu'on donne à EDI, en quoi ça affecte ma liberté académique? Là, on confond la gestion de classe et la pédagogie. Par exemple, si on dit nègre blanc d'Amérique, puis un étudiant il dit hey, on ne peut pas dire ça, je vais dire on se calme. C'est le titre du livre. Là, je fais de la gestion de classe et de la pédagogie. Okay? C'est arrivé d'ailleurs même dans un autre cours que je connais où on parle au Québec d'un éditorial qui est paru dans Le Devoir où le grand éditorialiste André Laurando, hein, j'ai oublié le titre de son éditorial, mais c'est, Les rois nègres. Or, des années 50, c'est pour comprendre ce que ça veut dire, là, les étudiants, on ne peut pas dire ça. Ben oui, c'est le titre. Je suis en train de faire un cours d'histoire du Québec. Donc, on explique. Et quand on explique, la plupart, ah, OK, je comprends. Mais si on commence à dire, j'appelle le recteur, qu'il n'y en a pas de lien. Je ne vois pas comment on peut faire un lien entre la liberté académique puis les origines sociales, le sexe. Il n'y en a pas. Si les étudiants font on leur explique
que oui, il y a des hormones d'estrogène, et c'est comme ça. Et d'ailleurs, si vous en prenez, des seins vont vous pousser, mes petits cocos. C'est comme ça que ça marche. OK? On ne peut pas même mélanger les concepts. Donc, j'ai essayé, puis je défie quiconque de me faire un lien entre les deux. Pourtant, pour reprendre le commentaire que nous est posé, il y a des tensions entre les deux, ou est-ce qu'il n'y a pas de tension? Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ces tensions-là? OK. Il y a deux choses. C'est-à-dire que, logiquement, les concepts, il n'y a pas de lien. En pratique, je pense que ceux qui défendent ça, malgré tout le respect qu'on doit aux gens, c'est des gens qui n'ont pas les idées claires. Parce que quand on leur explique, là, ils s'aperçoivent. Par exemple, quand je dis ces deux ordres, la liberté universitaire, c'est de dire ce que je fais actuellement. Là. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec Gingras, qui trouvent que c'est correct. Ils vont écrire contre moi. Bon, je m'en fous. C'est un débat académique. EDI, c'est dire je veux de l'inclusion, de la diversité. Si on dit j'ai juste des blancs dans ma classe, puis je veux des noirs, des jaunes, je veux des autochtones, ben, c'est légitime, mais ça relève du gouvernement qui doit dire OK, il faut des écoles, il faut des bourses, il faut qu'ils fassent un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat, puis au bout de 10 ans, ils vont être professeurs. Bon, c'est quoi le problème? Mais c'est quoi le lien entre ça et la liberté académique? Il n'y en a pas. Donc, ceux qui font un lien, c'est qu'ils ont un esprit confus. Et notre travail, c'est de dire, écoutez, là, c'est important, la diversité, on est d'accord. Une classe de 15 gars, c'est probablement pas la même dynamique qu'une classe de 6 gars et 6 filles. Puis une classe de 15 filles, c'est pas une bonne idée non plus. Bon, ça ne prend pas un doctorat pour comprendre la diversité, c'est utile. Mais est-ce que ça relève de la liberté académique? Il n'y a pas de lien. C'est des cercles carrés qui amènent des absurdités comme au CRSH, ils parlent d'excellence inclusive. Mais là, c'est absurde. L'excellence a toujours signifié l'exclusion. Hein? C'est toi le meilleur, mais les autres sont exclus. Bon, qu'est-ce que j'y peux rien? Là, ils s'aperçoivent que c'est incompatible avec la mantra EDI. Ah, on va parler d'excellence inclusive. Mais non, mais ça, c'est un cercle carré. Il n'y a pas de cercle carré. Donc, dites plutôt que on a trop insisté sur l'excellence. C'était une vision très exclusive. Et là, on veut être ouvert à d'autres choses. Ben oui, donner des bourses à tout le monde, je m'en fous. Mais viens pas me dire que parce qu'il y a un pauvre dans ma classe qui est d'origine de classe de première génération, que je vais commencer à ne pas traiter des pauvres. Je vais traiter des pauvres, puis dire qu'ils mangent mal, puis qu'ils sont obèses. Hein? Je vais le traiter parce que les statistiques le montrent. Ce n'est pas de la grossophobie. Donc, les gens confondent tout. Il faut ramener les choses claires. OK. Est-ce que dans le cadre de la commission dont tu as fait partie, il y a eu des discussions sur l'impact, là, je pense qu'il y a un lien avec ce que tu viens de dire, sur l'impact justement des dynamiques de pouvoir qui sont présentes dans les universités sur l'exercice même de la liberté universitaire. Donc, la question qui nous est posée, elle est intéressante quand même. On dit que toutes les personnes dans les universités n'ont malheureusement pas le même pouvoir puis pas la même liberté. Hein? On sait qu'il y a des groupes peut-être qui ont plus de difficultés. Il suffit de penser à… il n'y a pas très, très, très longtemps, les francophones dans les universités, à tout le monde anglophone, il n'y en avait pas des pelletés. On sait que McGill avait eu pendant longtemps des quotas pour les Juifs aussi. Hein? Donc, on peut parler du cas des femmes aussi, qui n'avaient pas nécessairement accès aux universités. Donc, ces gens-là se retrouvent avec les années, grâce à une plus grande ouverture, à pouvoir participer, mais on peut faire valoir que peut-être qu'ils n'ont pas la même voix, justement, qu'ils n'ont pas la même liberté dans l'universitaire. Donc, ce que la question demande, c'est justement ça. Est-ce que si on veut faire en sorte qu'on ait tous une plus grande liberté, comment est-ce qu'on fait justement pour prendre en considération, l'avez-vous pris en considération à la commission, le fait que certains groupes auraient peut-être moins de liberté? Oui. Là, il y a une confusion entre les probabilités d'intervenir, les lieux d'intervention et, encore une fois, la liberté académique. Okay? Le fait qu'il y a des groupes, ça, je connais ce discours-là, qu'il y a des groupes, en gros, on trouve ça chez les étudiants, les associations étudiantes d'extrême gauche qui disent oui, le no platforming. Hein? Toi, Gingras, tu es sur plein de plateformes. Nous, on n'a pas beaucoup de place pour intervenir. Ben là, c'est-tu parce que tu as moins de place que tu vas empêcher les autres de parler? C'est absurde comme raisonnement. Il faut dire, OK, toi, tu as moins de place, donc crée une revue ou comment se fait-il que le Devoir ne publie pas tes textes? Par exemple, moi, il y a la presse qui refuse souvent mes textes. Le Devoir les accepte plus souvent. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
OK? Donc, mais ce n'est pas encore une fois une question de liberté académique, c'est une question d'accès à la parole. Et l'accès à la parole, dans toute société, il est stratifié. Hein, on le voit, la presse ne publie pas les mêmes choses que le Devoir, qui ne publie pas les mêmes choses que le Journal de Montréal. Je pourrais vous donner plein d'exemples, parce que moi, j'écris beaucoup, et des fois, on refuse mes textes parce qu'on a peur de les publier. OK? J'ai un texte précis qui a été refusé par tous les journaux. Tout. Parce qu'ils ne voulaient pas mettre en cause Charles Taylor. Moi, je n'ai pas peur de discuter contre Charles Taylor. J'avais des arguments cités de ces textes en anglais de Charles Taylor publiés aux États-Unis, mais dont on ne parle pas au Québec francophone. Aucun journal l'a accepté. Est-ce que donc je me plains que je n'ai pas de plateforme? Ils confondent la liberté académique, qui est un concept, avec l'accès. Si tu n'es pas professeur, bien sûr, tu n'as pas de plateforme. Mais oui, mais encore une fois, je crois que beaucoup de ces discussions-là sont liées à la confusion et au déplacement d'un concept vers un autre. Par exemple, des revues de gauche, ils ont créé la revue À Babar. Bon, ils s'expriment dans À Babar. Ils ne s'expriment pas dans le Journal de Montréal. Mais c'est vrai que si tu es riche, puis tu peux créer 12 revues, tu as plus de plateformes. Mais en quoi c'est la question de la liberté académique? Par exemple, quand il y avait moins de juifs parce qu'il y avait une limitation à McGill, ben, ça voulait simplement dire qu'il n'y avait pas d'admission des Juifs, mais les Juifs avaient leur revue. Donc, il ne faut pas mélanger la société démocratique qui est hiérarchique. Puis sur la question, je vais dire un mot là-dessus, parce que ça, je l'entends encore, ces étudiants, ils confondent l'autorité et le pouvoir. Je leur dis, écoutez, moi, je suis prof d'université, vous suivez mon cours. C'est bien sûr que si vous acceptez de venir à mon cours, vous acceptez que c'est moi qui mets la note. Ce n'est pas vous qui mettez la note. Donc, si je vous mets échec, bien, j'ai du pouvoir. Je t'ai mis échec. Mais en quoi c'est un problème, ça? Bien, si vous considérez que c'est un problème, vous n'êtes pas à l'université. Allez pas au cégep, parce que c'est le professeur qui dit, tu as eu échec, Gingras, tu ne rentres pas à l'université. Donc, il y a le pouvoir de m'empêcher d'aller à l'université. Mais là, on joue sur les mots. C'est comme ça que la société est faite, et donc les gens doivent accepter ça. Donc, moi, je pense que c'est de la confusion de tout mettre ensemble là-dedans. OK. Une autre question ici. Il nous reste encore peut-être une dizaine de minutes. Samuel, tu peux éteindre ton écran. Donc, la question, je dois la traduire au fur et à mesure. Donc, c'est en lien avec la possibilité de critiquer son université. OK. Donc, la question porte sur la question justement des politiques EDI, dans le cadre où, justement, il y a des universités qui, de plus en plus, mettent en place des politiques d'environnement respectueux. La personne le met entre guillemets. Oui. Des codes de conduite pour qu'on qualifie d'inclusive, de respectueuse. Je pense qu'on peut faire référence, la personne ne le fait pas ici, mais peut-être à l'idée des safe spaces, les espaces sécuritaires, mais un code de conduite à l'effet que l'université doit être un environnement respectueux. Comment est-ce qu'un universitaire, justement, peut... Parce que là, les exemples que tu as donnés, c'était vraiment dans le champ de la recherche. Donc, moi, je suis psychologue. Si je me prononce d'une façon ou d'une autre en psychologie, bon, c'est clair. Mais la question ici porte sur les politiques universitaires, donc sur la structure universitaire en lien avec les politiques EDI. Dans le cadre d'une université, je ne pense pas qu'on ait ça chez nous, au Québec, trop, mais dans les universités canadiennes, on le voit de plus en plus, certainement les universités américaines, où il y a des codes de conduite de respect. Donc, Oui. est-ce que ça ne limite pas ça, la possibilité pour les professeurs d'avoir un point de vue critique vis-à-vis de leur institution, vis-à-vis ces politiques? Oui, et selon la loi 32, là, je n'ai pas l'article sous les yeux, mais on peut utiliser la loi 32 contre ça. Et ça m'amène à dire que le problème, c'est que même quand on a une loi, vous savez qu'une loi n'a d'existence que si elle est utilisée. Donc, si personne teste la loi, elle n'est pas utilisée. Donc, par exemple, au moins, dans la loi, on a mis, puis on est très content, que les universités, comme institutions, ne peuvent pas imposer de trigger warning aux professeurs, donc de trauma-avertissement. Le professeur, dans sa liberté académique, peut décider que dans une classe donnée, il avertit les étudiants que ce qui s'en vient est un peu problématique pour certains, mais c'est son choix de liberté académique. Pour ce qui concerne le respect, je suis un de ceux qui est totalement en désaccord avec ce concept-là. Parce que le concept de respect est un concept dangereux. Qu'est-ce que veut dire respecter? Si vous dites que 2 et 2 font 5, puis je vous dis, écoute, tu n'as rien compris, ça fait 4, est-ce que je vous manque de respect? Si je dis à un autochtone qui me dit que lui, l'esprit l'informe des propriétés d'un arbre, je dis non, on arrête là, on n'est pas au Moyen Âge, les propriétés d'un arbre, c'est biochimique, c'est déterminé par les spectromètres de masse.
Est-ce que je manque de respect? Donc, le mot respect est un mot qu'on utilise pour empêcher les gens de parler. Mais là, il faut que les professeurs disent un instant, là, je n'ai pas à respecter, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, respecter. C'est sûr que si tu l'insultes, tu ne le respectes pas. Mais dans un débat, de démontrer que leur méthode, par exemple, les modes de connaissance alternatifs, bien, depuis le 17e siècle, on dit non, la science aujourd'hui a des mesures, c'est universel, le savoir. Donc, il faut argumenter, et je pense qu'on peut s'objecter, mais là, il faut s'objecter, de dire, vous ne pouvez pas m'imposer ça, ni des safe space. Les safe space, d'ailleurs, c'est l'université qui les impose. Ça n'affecte pas moi, je suis contre les safe space, c'est absurde. C'est contre. En plus, c'est démontré que les safe space et les triggers n'ont pas d'effet. Donc, il faut être contre ça. Mais oui, mais il faut s'y opposer. Donc, une université qui dit que par respect, je n'ai pas le droit de telle chose, on doit s'y opposer et faire intervenir la loi 32. Mais là, il faut se battre. Il faut demander aux syndicats de dire à l'université qu'elle n'a pas de droit de m'empêcher de dire ce que je veux dans mon cours. Donc, le respect, il ne faut pas confondre la bienséance et la liberté académique. Moi, je suis radical, je suis carré. Je pense que dans mes cours, j'ai une bienséance élémentaire. Par contre, je reste assez carré quand on me dit des conneries en classe. Voyez-vous? Donc, encore là, c'est un concept, ça, respect. La pègre a le concept de respect. Hein? Entre les gens de la pègre, on se respecte. Donc, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Il y a une autre question, puis je vais la poser parce qu'elle est en lien directement avec ça. C'est justement, bon, la question du discours haineux. Donc, on sait qu'on a des lois. Encore une fois, je ne suis pas avocat, mais on sait qu'on a des lois. Oui. Mais la personne souligne que la question, l'argument du propos haineux est de plus en plus élargi et de plus en plus utilisé pour justement faire taire des positions. As-tu une réflexion là-dessus, une pensée là-dessus? Complètement. Et ça, les journaux sont coupables un peu parce qu'ils confondent, et j'ai lu des thèses en devoir, j'ai souligné en disant c'est une erreur, ils confondent la phrase propos haineux et propos considérés comme haineux par une personne. Que moi, qui parle de façon assez carrée, on dise qui pense que c'est haineux, la seule façon, et ça, Pierre, le juriste Pierre Trudel l'a dit parfaitement clairement dans ses chroniques du devoir, dans la COPLA aussi, je crois, c'est que le seul test qu'un propos est haineux, c'est la Cour. La preuve, c'est le jugement de la Cour suprême, l'arrêt Ward. Ward, qui était le comique qui a été traîné en cour parce qu'il a ridiculisé un jeune. La Cour suprême a dit que ça faisait partie de sa liberté d'expression. Donc, invoquer des propos haineux, c'est pour faire peur au monde. Or, tu dis, si tu considères mon propos haineux ou raciste, traîne-moi en cours. Viens-t'en. Moi, il y a un étudiant, il y a 15 ans, avec un de mes collègues, c'était mon étudiant de doctorat, avec moi et un collègue, qui nous a traînés à la Commission des droits de la personne pour racisme. J'ai dit, aucun problème. Allons-y. Évidemment, j'ai gagné, OK? Parce qu'il ne suffit pas de dire que je suis raciste, il faut le démontrer. Et la Commission des droits de la personne a dit, mais non, Jean Gras, c'est un bon gars, il a tout fait, il t'a donné de l'argent, il t'a donné des bourses, il n'est pas raciste. Donc, ça a été réglé. Par contre, il ne faut pas se laisser. La stratégie de la meute, c'est de te faire peur en disant, tu es raciste. Donc, il faut se tenir le bout et dire, je suis raciste, fais une plainte. OK? Je suis haineux, va en cours avec ça. Évidemment, il n'ira pas en cours. Et ce que j'ai constaté, c'est que tous ceux qui se sont mis à genoux, c'est des gens qui sont perçus comme faibles parce qu'ils n'attaquent pas les gens perçus comme forts. Donc, oui, on dit que ça, c'est un propos haineux, ça, c'est un propos raciste, ça, c'est un propos islamophobe. Il ne faut pas plier devant ça. La multiplication des phobies est une stratégie pour faire taire les gens. Donc, il faut apprendre à défendre ses positions. Et je trouve qu'il y a beaucoup de lâcheté chez les professeurs qui sont toujours les premiers à reculer, puis en plus, à venir me dire à moi dans l'oreille, « Hey, Yves, tu as été courageux, bravo, continue. » J'ai dit, « Chris, qu'est-ce que vous faites? » J'en connais là-dessus. Et toi, c'est pareil, il faut le mettre dans la symétrie. Oui, ces gens-là déconnent, mais quand on les remet à leur place, j'ai fait plein de tests, donc je ne vous parlerai pas ici, mais qui fait que quand on les teste, ils prennent leur trou. Fait que oui, traitez-moi de raciste, traitez-moi de tous les noms. C'est la Cour qui décide qu'est-ce qu'un propos haineux. Personne d'autre. Je vais enfiler avec peut-être une dernière question parce que le temps file, puis nos prochains conférenciers vont commencer bientôt. C'est une question, justement, là, encore une fois, elle est en anglais. C'est toute la question de la mission de l'université, puis comment elle s'articule avec
d'une part, le dialogue ouvert, bon, le débat et ainsi de suite, qui, lui, peut être influencé par une culture de discipline. Donc, par exemple, la culture en travail social, elle n'est pas la même chose qu'en psychologie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour départager ça? J'ajouterais juste en parallèle, puis ça c'est ma question à moi, parce que c'est lié à la même question de cette mission de l'université. Dans les diapositives que tu as présentées, une des missions de l'UQAM, par exemple, c'était le service à la collectivité. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire justement que le service à la collectivité, ça peut inclure la promotion des groupes qui seraient peut-être plus marginalisés ou moins représentés? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est sûr que le service à la collectivité, ce qui est important, c'est que ça veut dire que lorsque tu interviens parce que tu veux servir le public, l'université ne peut pas te sanctionner. Que tu fasses, par exemple, ceux qui ont dit qu'ils ont été censurés parce qu'ils ont fait la promotion auprès du ministère de la Santé du racisme systémique, comme universitaires, ils ont le droit de dire que ça existe, ce concept-là. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai le droit de dire que c'est un concept flou qui ne veut rien dire. OK? Mais ils n'ont pas le droit de dire que le ministère les censure. Ce n'est pas vrai. Le ministère ne les a pas censurés. Le ministère ne les a pas écoutés. Et je pense que le ministère a eu raison de ne pas les écouter. OK? Parce qu'ils parlent de mythe. Ils confondent le mot mythe avec le mot préjugé, le mot stéréotype. Un stéréotype, ce n'est pas un mythe. C'est un stéréotype. Puis un préjugé, ce n'est pas un mythe. C'est un stéréotype. Eux, il y avait un seul mot, mythe ou réalité. C'est de l'enfantillage. Okay? Donc, dans le débat public, tu peux faire la promotion de n'importe quoi. Et il faut le débattre avec des arguments. Moi, je suis un grand défenseur de l'argumentation. Si tu dis que ça, c'est systémique, dis-moi c'est quoi un système? Au Québec, un système, c'est la loi. La loi dit que si tu es discriminé, tu vas en cours. Donc, au contraire, le système juridique n'encourage pas le racisme, il décourage le racisme, systémiquement. Avec une loi qui fait que sur les appartements, tu peux faire une plainte à la régie du loyer. Il y a plein de systèmes qui vont contre ça. Donc, moi, je suis contre le concept. J'ai droit et je ne suis pas raciste parce que je suis contre le pseudo-concept de systémique qui est émergé très récemment et qui ne veut rien dire. C'est comme les biais inconscients. Bien, si tout est inconscient, on a toujours raison. Hein? Ce que je viens de dire, je suis inconscient. Donc, moi, je suis contre les concepts flous et j'ai droit dans ma liberté académique, je défie n'importe quel d'en débattre avec moi, mais pas de me traiter de raciste, de grossophobe. Il faut arrêter ça. Il faut mettre ses culottes. On est dans une phase d'hystérie. Il faut l'arrêter en étant droit dans ses bottes, comme on dit en France. Okay. Yves, écoute, on va devoir s'arrêter. C'est extrêmement intéressant. Tu as fait plusieurs fois l'invitation au débat, peut-être qu'éventuellement, parce que là, le format aujourd'hui, comme tu le sais, puis là, je m'adresse peut-être plus aux participants, c'est une série de présentations. À partir de la fin de l'après-midi, on va tomber dans un mode plus échange, discussion, débat. Donc, j'ai fait du mieux que je peux pour poser des questions, mais je n'arrive pas à toutes les poser, il y en a trop. Donc, je suis désolé pour ceux qui ont subi des questions que je n'ai pas pu te transmettre, Yves. On va essayer de trouver une façon de faire en sorte qu'on puisse continuer cette discussion-là, peut-être sous forme d'échanges additionnels ou de débats éventuellement là, au cours des prochains mois. Yves, un gros merci. Un gros merci. Je te laisse vaquer à tes occupations. Et puis, on va passer à nos prochaines conférences. Tu peux te déconnecter, Yves, ou on peut te mettre comme participant tout simplement si tu veux assister aux prochaines présentations. OK. Bon, il peut me transférer pour participant. Je vais voir. J'ai un peu de travail à faire, mais je vais essayer. OK. OK. Mais, et pourtant, le collègue devrait être la priorité. Oui. C'est bon. Passe sur une chronique, je te mets. C'est bon. C'est bon. Donc, tu peux juste éteindre ton écran pour l'instant. OK.